Bonjour et bienvenue dans le podcast de Cyclisme Performance. Vous êtes dans un nouvel épisode de Prépare ta saison 2025 avec Cyclisme Performance Academy. Aujourd'hui, Maxime, Enchanté. en Bonjour, présentiel. Bonjour Adrien. Ça va? Ça va et toi? Très bien, merci. Et ouais, première en présentiel. C'est fou. À Grenoble. À Grenoble, c'est super. Aujourd'hui, l'épisode du jour va parler sur la planification de l'entraînement, mais on va aborder un sujet un peu plus précis, c'est la planification des jeunes. Jeunes, que ce soit principalement U17, U19, mais on va finalement déborder sur les plus jeunes comme Sur les les plus jeunes, anciens. Qu'est-ce qui distingue un jeune cycliste d'un cycliste un peu plus expérimenté et un ancien? Ouais, entre alors, guillemets. pas forcément expérimenté, mais on va plus parler du pic de croissance entre le jeune qui avant son pic de croissance et après le pic de croissance, parce que c'est vraiment un point central du développement du jeune. Ouais. Quand tu passes ton pic de croissance, tu es quand même sur un niveau de maturation assez proche du monde adulte, alors qu'avant, tu es quand même assez éloigné avec un fonctionnement physiologique qui est complètement pas différent, mais il y a quand même de grosses différences entre l'adulte et l'enfant. De toute façon, c'est assez simple, exemple concret. Tu vois, dans les cours de récréation, tu vois tous les enfants qui font plein d'allers-retours, tu te dis toujours, mais ils sont increvables. Alors que toi, tu n'es pas capable d'enchaîner un nombre de répètes de sprint comme ils font, mais par contre, un enfant n'est pas endurant. Ok. À cause de mauvaise thermorégulation, des plus petits segments, donc du coup, fatigabilité plus vite, alors qu'un adulte, il va plus vite. Sa foulée est plus grande, il thermorégule mieux, et du coup, il est capable d'être plus endurant. Ok. Tu vois, donc ça, c'est déjà les gros aspects. Donc on a des vraies différences significatives entre un enfant qui n'a pas passé son pic de croissance et un enfant qui l'a passé. Ouais, clairement. Et en fait, il y a plusieurs études qui l'ont montré, et ça se voit aussi dans l'entraînement. En fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que t'entraînes un jeune, il passe son pic de croissance, il a progressé. Ok. Mais il n'a pas progressé forcément grâce à l'entraînement, il a progressé parce qu'il a eu son pic de croissance. Donc du coup, musculairement, les segments, voilà, tout ça, ça fait que, bah oui, il prend des watts. Mais c'est pas grâce à l'entraînement, c'est parce qu'il a eu son pic de croissance. La musculature va se développer, physiologiquement ça va changer aussi, il va devoir développer son endurance, alors qu'avant en fait la développer ça sert quasiment à rien parce qu'au final c'est pas logique d'un point de vue physiologique. Donc du coup tout ça va faire que oui, pic de croissance est une étape importante dans le jeune, dans le développement du jeune. Mais du coup, ce qui est primordial de savoir, c'est à quel moment il se met en place. C'est assez variable. Donc chez les filles c'est un peu plus précoce que les garçons, Ouais. mais en fait c'est une période qui peut aller, je crois de mémoire, tu peux commencer à partir de 11 ans jusqu'à 16-17 ans. En fait, c'est vraiment une variabilité individuelle. Il n'y a aucun enfant qui est identique. Et donc, du coup, pour distinguer ou identifier ce pic de croissance, tu as plusieurs possibilités. En fait, très simplement, si tu prends ton carnet de santé, dans une des premières pages, il y a la courbe de poids, taille en fonction du sexe. Et donc, si ton pédiatre ou ton médecin a bien fait, tu peux voir et tu peux quasi identifier, tu suis la courbe, tu sais à peu près quand est-ce que tu vas arriver au pic de croissance. Donc tu as ça. Tu as aussi, si tu suis l'évolution des organes génitaux, donc ça c'est un peu compliqué, sauf les parents à la rigueur, et voilà, aujourd'hui tu peux pas te permettre de dire voilà, c'est compliqué, mais c'est un des aspects qui permet de faire ça. Tu as aussi la possibilité d'aller faire la radio du poignet. Ça tu regardes, donc de mémoire c'est poignet gauche. J'ai un doute. Je sais plus gauche ou droite. C'est juste poignet et hanche. C'est les deux options. Poignet pour regarder s'il y a de l'espace entre les articulations. Si l'espace est encore de l'espace, c'est qu'il y a une possibilité de croissance. Si les articulations sont assez rapprochées, c'est qu'on a passé le pic de croissance. Ok. Donc ça c'est compliqué à mettre en place d'un point de vue. Tu vas pas voir ton Je médecin. ne vais pas aller à l'hôpital ou aller aller voir le médecin. Ça se fait dans tout ce qui est voilà, dès que les gendarmes arrêtent un jeune qui dit voilà je suis mineur et qu'il n'y a pas de carte d'identité, radio pour identifier si c'est un adulte ou si c'est un mineur. Donc ça se fait. Et après tu as aussi la méthode, c'est avec taille debout, taille assis. Comme ça, on a la longueur des membres inférieurs et la longueur du buste. Et donc, du coup, avec la date du jour, la date de naissance, le poids et la taille, on est capable d'avoir une identification, d'avoir un chiffre de le pic de croissance, quand est-ce qu'il va se situer, à quel âge en numéraire. Et du coup, tu sais en pourcentage si tu l'as déjà atteint ou si tu vas l'atteindre, si tu es à 96% de ton pic de croissance ou si tu es à 105%. Ok. Mais encore une fois, c'est une estimation. C'est une estimation qui est, voilà, scientifiquement, c'est quand même validé, ça fait quelques années, voilà, ça colle plutôt bien. Okay. Mais voilà, ça permet surtout d'avoir une identification. Et moi, j'ai déjà fait lors de mes stages avec le comité de l'Aisne, tu vois, je le fais. J'ai les minimes cadets, je fais mon stage, je prends taille, poids, assis, debout, ça va vite à faire. Et tu te rends compte que tu as des minimes qui sont pas loin du pic de croissance et tu as des KD2 qui l'ont pas encore. Et ça se voit déjà visuellement, le petit KD2, etc. Tu vois, encore frais, mais tu as. Même en junior, il y en a qui n'ont pas fini. En junior, il y en a qui n'ont pas fini, et tu en as qui sont à maturité tardive, tu en as qui sont à maturité précoce. Et tu arrives aussi dans le problème des catégories d'âge. On met des jeunes qui ont théoriquement le même âge, mais tu prends par exemple un junior 1 qui est né le 1er janvier et un junior 2 au 31 décembre.
Tu vois, ils sont dans la même catégorie, junior 1 tous les deux, mais ils ont 1 an de développement d'écart. Donc tu mets ça chez les catégories jeunes. Plus tu vieillis, cette histoire d'âge, ça se lisse. Mais plus tu vas dans les jeunes catégories d'âge, mine de rien, quand tu as 1 an de développement, en plus comparé à celui qui est dans la même catégorie que toi, c'est un avantage plus qu'important. Et du coup, si on rentre dans l'entraînement, une fois que j'ai passé mon pic de croissance, qu'est-ce que je devrais faire premièrement? Premièrement, le développement de l'endurance. Ok. Parce qu'avant le pic de croissance, développer l'endurance, ça ne sert à rien. L'enfant n'est pas endurant, n'est pas un être endurant. Donc, une fois que tu passes ton pic de croissance, je développe l'endurance parce qu'au final, c'est ce qui manque. Donc on met le pic, on travaille l'endurance. Donc quand je dis endurance, c'est de la longue sortie à basse intensité, bien calibrée, de la vraie endurance. Quoi. Pas juste dire je fais du volume, au-delà de parler des zones, parce qu'au final il y en a qui ne savent pas forcément définir les zones, etc. Mais faire du volume à basse intensité, en roulant tranquillement. En fait, en faisant ça, tu es quasi sûr d'avoir une charge d'entraînement assez light, pas non plus des trucs de fou, mais ça te permet surtout d'encaisser et de faire du volume. Donc du coup, qu'un cadet aille faire 3 heures, 3 heures et demie à basse intensité en mode balade, il s'arrête à une boulangerie et tout, oui, ça c'est une vraie sortie endurance. Par contre, s'il va rouler avec un groupe qui rentre avec 34 de moyenne qui slim, au quotidien, il va y avoir du développement, etc. Mais c'est pas l'aider. En termes de charge, voilà, on dit toujours, allez, tu fais pas ça, tu vas le cramer. Parce qu'il va le cramer, c'est surtout d'enchaîner des intensités et de ne pas faire de la basse intensité. Et est-ce qu'il y a une hiérarchie à effectuer dans les qualités d'après? Quand je dis d'après, seuil, PMA, politique, avec tout ce que j'ai lu, tu as aussi les enfants, ils ont un fort pouvoir assez glycolytique, tu vois, ils produisent peu de lactate, ils le recyclent rapidement, ce qui fait quoi, c'est pour ça qu'ils sont capables d'enchaîner des intervalles. Et donc du coup, ça se perd après le pic de croissance, tu vois. Donc il faudrait continuer à travailler ça pour limiter la perte et garder ces qualités qui sont très avancées, travailler l'endurance. Et après, moi perso, je me base sur ce que j'ai à ma disposition, le type de course. Quand tu regardes les courses minimum cadets, c'est quand même des courses assez assurées, donc tu vois, tu peux faire un peu d'intervalle. Voilà, tu as plein de choses à faire, mais continuer le développement, faire l'apprentissage. Et quand je me rapproche des catégories juniors, là en fait tu commences à avoir un programme structuré comme on connaît pour un élite, comme un professionnel. Au-delà du volume, etc. Mais les courses c'est quasi les mêmes tous les dimanches. Voilà. Tu as de la compétition, tu as de la régularité. Là ça demande un programme assez régulier. Avant, sur un minime, je préfère le côté éducatif, amusement, que de lui prendre la tête à faire tel type de sortie, etc. Qu'il ait quand même une liberté. C'est des jeunes de 10, 11 ans. La notion d'amusement, ça reste un sport, un plaisir. Donc si c'est pour dès là les cadrer dans un programme et tout. Donc avant le pic de croissance, va t'amuser, va faire du vélo en règle générale. Fais du vélo plaisir, toute cette culture du plaisir, d'apprendre plein de choses, de gérer ses braquets, sens du vent, prendre des relais, position du vélo, tu vois, travailler la position aéro, tu sais mettre tes mains en bas, tu vois, tous ces trucs-là, ça doit être... C'est pour ça que quand tu arrives en cadet ou junior, que tu commences à avoir un programme construit, les bases, tu les as. Ok. Et du coup, si on vient à l'idée de ce qu'il ne faut surtout pas faire, là, je voudrais rapprocher la notion de, tu sais ce qu'on a entendu des entraîneurs, attention ton jeune, tu vas le griller, à lui faire trop de volume. Le problème, c'est pas le volume. C'est pas le volume, le problème, c'est l'intensité à laquelle ce volume va être effectué. Si le jeune roule et que tout est de manière cohérente, qu'il met beaucoup de volume, il met des sorties de 2-3 heures pendant les vacances, mais qu'il le fait tranquille. En soi, il va générer une faible charge d'entraînement avec des bonnes adaptabilités derrière. Par contre, s'il va rouler avec un groupe et qu'il fait tous les jours du tempo mode course, c'est 15 jours qui vont être intenses, et si derrière il ne décharge pas un minimum, et c'est ça qu'on entend. Et tu vois, moi je l'ai vu avec des groupes avec lesquels j'ai roulé, en fait tu vas rouler avec un groupe, donc soit quand tu es devant, tu montes toutes les bosses, ça monte plus limite course, tu prends tes relais devant, tu es en tempo, et en fait derrière tu fais de la roue libre, tu n'es pas en zone 1, tu es en roue libre le reste de la sortie, donc tu rentres avec 2h30, 3h, ça entre. En soi, oui, les gens vont dire, oui, il a fait 3 heures de vélo. En termes de travail efficace, il n'y a pas 3 heures de vélo, il y a une partie d'intensité et l'autre partie de la roue libre et de temps en temps un peu de zone 1, zone 2. Donc c'est pas en faisant ça que tu développes pas ton endurance, que tu le développes de manière limitée. Si après tu remets tes intensités plus le week-end, en fait tu as une majorité d'intensité par rapport au travail réalisé. Okay. Moi c'est ça le souci quand tu entends tu vas le cramer, c'est quand tu vois parce qu'en cadet le jeune marche, le papa met derrière la voiture, derrière le scooter. En fait c'est ça, c'est intensité du dimanche, intensité le mercredi, les exos intenses de la semaine parce qu'on se dit là le programme est assez rapidement fait. Lundi c'est récup. Mardi, soit ils roulent, soit ils font repos. Mercredi, c'est entraînement long. Jeudi, ça va être l'intensité. Vendredi, ils vont aller faire une petite sortie. Le samedi, c'est le déblocage. Dimanche, la course. Donc, tu as facilement 3 fois d'intensité dans la semaine. Donc, ça fait beaucoup. Surtout sur un jeune qui, de base, n'a pas des qualités. Et qui n'a pas un gros volume d'entraînement. Mine de rien, si tu regardes avec. Tu inclus ça avec son emploi du temps scolaire, il va avoir entre 6 et 12 heures de disponibilité dans la semaine. Et mine de rien, il y a quand même
il aura une belle partie d'intensité. Ouais, Donc, voilà. mais surtout si il n'a pas beaucoup de qualité aérobie, ses qualités de récupération seront amoindries. Donc évidemment, si en plus il fait plus d'intensité que quelqu'un qui a des bonnes qualités, il progressera beaucoup moins. Il progressera beaucoup moins. Donc, Et là, quand on dit on va griller le jeune, c'est quoi? Il en a fait ouais, et puis trop d'intensité. T'as aussi le fait que voilà, il va pas tenir le peloton. On va dire putain, il te manque des intensités, hein, il te manque t'as un diesel, il faut remettre des trucs. Blam, la semaine d'après, mardi, jeudi, PMA, 30-30 dans tous les sens. Et tu résous pas le problème. Non. Tu en crées un supplémentaire, tu rajoutes de la charge en fait au lieu de se dire en fait si on lui fait pas juste lever un peu le pied, ça va lui faire du bien. Puis ça, tu t'en es rendu compte en avril-mai. Donc en juin, tu recharges. T'arrives en juillet, c'est les vacances. Ah non, j'en ai marre du vélo, je fais une coupure. Et après, inversement aussi, tu as ceux qui progressent grâce aux vacances, parce qu'au final, toute l'année scolaire, ils ont un emploi du temps assez compliqué, donc ils n'ont pas de grosses fenêtres pour s'entraîner. Et ça arrive aux vacances scolaires et tu te dis, bah tiens, lui, il passe un cap d'un coup. Ah bah ouais, quand tu discutes avec les parents, ils disent, bah ouais, mais moi de toute façon, il peut pas beaucoup rouler le mercredi. Après, les autres jours, il termine à 18h, il fait une fois d'entraîneur. Après, il a ses devoirs et tout. Et en fait, pendant les vacances scolaires, il récupère un emploi du temps cool. Il peut rouler presque tous les jours. Et là, tu te dis, ah bah tiens, lui, il passe un cap, alors que depuis le début de saison, il se bat peloton, il termine peloton. Et là, tu te dis, bah tiens, alors qu'en début de saison, j'aurais pas dit qu'il aurait fait ça. Bah, normal, en fait, il lisse son niveau, il rattrape les autres qui roulent quasi tout le temps. Parce qu'au final, ceux qui sont en pôle ou qui sont dans les structures, ils ont le mardi avec un emploi du temps aménagé, le mercredi après-midi et le jeudi avec un emploi du temps aménagé. Donc le lundi, ils calent de la récup, donc au final, ils arrivent à avoir 2 sorties de plus que les autres quasiment. Ou 2 fois 2 heures de plus que les autres. Et ça, c'est non négligeable quand tu compares des catégories d'âge identiques. Autant chez les pros, c'est leur job, ils ont l'emploi du temps chacun. Donc sur un terme de volume, on est sur un pied d'égalité. Hein. C'est pas parce que lui il fait 25, l'autre il fait 22. Mais chez les jeunes, entre celui qui roule que 6 et celui qui roule 12 ou 13, tu vois, 12 ou 14 heures, ça fait déjà une belle diff. Hein. Mais ouais, c'est ça, il faut quand même insister sur le fait que les jeunes qui n'ont pas la possibilité d'être en sport-études ont la possibilité de profiter des vacances pour passer un cap et de maintenir l'entraînement, voire de travailler quelque chose de très spécifique dans la semaine et dans la période de, on va dire, de cours, et qui peuvent progresser quand même. Il faut utiliser son emploi du temps scolaire de la meilleure des façons possibles. Je trouve ça, quand je construis mes programmes pour mes juniors, je prends toutes les vacances scolaires, j'inclus tous les jours fériés. En fait, je réfléchis quand est-ce que, pour optimiser ce temps-là, pour me dire, en fait, voilà, ils ont les vacances 15 jours. C'est là où, en fait, ils n'ont pas de contraintes. Parce qu'en fonction, tu as ceux qui ont de la chance qui habitent pas loin du lycée, donc ils ne se lèvent pas si tard, si tôt, pardon. Et tu as ceux qui prennent le bus. Donc au final, ils prennent le transport, ils se lèvent super tôt. Donc tu dis, bah, ils se lèvent à 6h pour être en cours à 8h. Ils terminent à 17, ils arrivent chez eux à 18 parce qu'ils ont pris les devoirs. C'est compliqué de mettre de l'entraînement, tu vois, ça fait une charge. Donc ça, au quotidien, bah, tu dis, bah, et dès que c'est les vacances, bah, ils peuvent se lever un peu plus tard, ils récupèrent mieux, et tu peux enchaîner les séances sans avoir une contrainte de se dire, home trainer. Et donc, bah, je profite de cette période-là pour mettre du volume, pour aller chercher un peu plus de choses. Tu construis ton programme à partir de là. Tu regardes les ponts au mois de mai parce que tu sais qu'il y aura les courses. Donc, tu vois, tu check et tu construis un petit peu tout ça pour que le programme du jeune soit adapté à son emploi du temps et pas lui s'adapte en fonction du programme en disant, bah, cette heure, j'ai pas le choix, il faut que j'aille rouler. Moi, je trouve pas. Je suis junior, il faut que je fasse tant de volume. Ouais, c'est ça. Faut que je mette dans la semaine. Priorité à la scolarité. C'est le double projet qui est important, mais priorité à la scolarité. Il y a 90% de chances que ça soit ses études qui fassent gagner sa vie que le vélo. Donc, et puis tu travailleras. D'avoir un diplôme, d'avoir une tête bien faite, c'est important. Tu travailleras dans le vélo plus tard. Ouais, c'est ça. Peut-être pas en tant que coureur, mais tu auras une place importante à côté. Ça, c'est mon credo. Je veux que les jeunes avec qui je travaille, voilà, je m'interdis de dire faut que tu loupes des cours. C'est même pas concevable pour moi qu'ils loupent des cours. Ça peut arriver, tu pars sur une course fédérale, UCI en junior, tu pars le vendredi, tu préviens ton lycée. Et de manière exceptionnelle, mais je commence pas à ce qu'il loupe le mardi après-midi parce qu'il va rouler, le jeudi après-midi. Ah non, faut soit c'est horaire aménagé, mais soit on va en cours, tant pis, c'est pas grave. Ce qui s'est pas fait cette année, ça sera fait l'année prochaine, on rattrapera et voilà, en fait, il n'y a pas de. C'est pas perdu. La vraie question, c'est est-ce qu'un jeune qui marche U17, U19, il marchera 5 ans après? Pas certain. Et ceux qui ont un pic de. Il y a peut-être forte chance qu'il marche dans les années jeunes parce qu'il a des pics de croissance. Moi, j'ai des gars je me souviens, j'ai des gars qui gagnaient tout en cadet. Hein. En junior, ils ont disparu de la circulation et on les voit plus. Hein. Et inversement, il y a des gars qui étaient inexistants. Et t'en as qui, oui, ils se battaient pour terminer peloton, ou ils se déplaçaient. Tu t'es jamais dit, bah lui, il est lâché les pros. Et il y en a. Et le gars, il arrivait, là, en plus, pour un peu qu'il ait fait des études, il arrivait après ses études avec un bon niveau. Mais c'est ça, et au final, il a eu son BTS, où il valide son bac, il fait ses trucs, il se concentre sur son truc. Ouais, il a fait ses choses. Après, aujourd'hui, on est dans un monde de précocité. Toutes les équipes d'Evo, les académies, on veut des jeunes performants, donc en fait, on va chercher dès les cadets. Donc les cadets, les jeunes cadets, ou même les parents sont matrixés en disant il faut qu'ils gagnent, il faut qu'ils marchent.
Et puis ils se T'as une matrixent. sorte de pression, Ils sont faut matrixés rouler. par les études, les réseaux, matrixé, Strava, etc. Ouais. Tu regardes les autres, tu regardes ce que les pros font, faut que ça borne. Bah ouais, en cadet, ce qu'on veut, c'est gagner. Parce que les équipes d'Evo vont prendre des jeunes qui gagnent. Ils vont pas prendre des jeunes qui terminent pas peloton. Tu vas dire, ah non, t'es pour le sponsor, pour tes partenaires, il faut que tu. Voilà, donc il leur faut des résultats, donc c'est facile. Hein. Tu prends des équipes d'Evo, ils sélectionnent les mecs qui marchent. Donc oui, c'est sûr, ils arrivent en junior avec des gars qui savent gagner. Mais après, il faudra regarder dans quelques années sur le pourcentage de jeunes qui ont intégré ces équipes, combien ont franchi le pack de la World Tour, et combien des résultats et combien persévèrent. Parce que faire que 1 ou 2 ans chez les pros dans une conti, ouais, tu le fais parce qu'en junior, tu as bien marché. Aujourd'hui, tu marches bien en junior, tu passes en conti. Si c'est pour faire 1 ou 2 ans et redescendre, peut-être qu'il aurait peut-être fallu faire 2 ans junior, 1 année en amateur, continuer à passer le cap supplémentaire et passer en conti par la suite, ou Pro Tour, ou Pro De Team. toute façon, il y a de plus en plus de coureurs qui passent, donc la masse grandit et les dégâts, on va dire. En France, tu vois, en France, on a même tendance à dire que c'est limite plus facile de passer pro parce que tu as plus d'équipes d'Evo. Et plus d'équipes, quand tu regardes, il y a plusieurs équipes pour le Tour, il y a plusieurs équipes Pro Team, il y a plusieurs équipes Conti. Donc théoriquement, ils regardent quand même les Français qui tournent en amateur et tu as quand même plus de chances de passer pro qu'à l'étranger que quand, par exemple, tu vas en Angleterre, tu as une équipe pour le Tour. Mais ça ne te garantit pas de percer. Ça garantit pas. En fait, je sais pas. Tu vois, tu as des datas qui montrent que oui, ceux qui réussissent à haut niveau chez les juniors, tu vois, dans le top classement mondiaux, quand ils passent à l'échelon au-dessus, il y a plus de chances que de. Mais et t'en as qui sont passés à travers chez les juniors et qui ont continué de progresser, tu vois. Je pense pas qu'il y a de vérité absolue de se dire, voilà, il y a des critères. Et c'est surtout bien prendre en compte que tu arrives à 13-14 ans, t'en as qui sont en début d'année, d'autres fin d'année. L'environnement où ils sont, ça tombe, il y en a, ils ont commencé le jeu depuis 5 ans. Et d'autres qui viennent de débuter. Donc en termes d'expérience, ok, ils ont 13 et 14 ans, mais entre un qui fait déjà plein de trucs, et lui c'est sa première saison de vélo, tout ce qui est technique, placement et tout, t'as plein de choses. Donc. Et quand tu regardes un petit peu les sportifs dans tous les domaines de sport, t'en as qui ont fait un seul sport toute leur carrière, et on va dire, regarde, tu vois, c'est l'exemple modèle, c'est un expert dans sa discipline, et à côté, t'en as qui ont tout petits, ils ont fait plein de sports. Quand on regarde Remco, il vient du foot, et apparemment, il avait des bonnes qualités au foot. Il a basculé sur le vélo, et tardivement, il en est là aujourd'hui. Et après, est-ce que c'est le modèle de dire, faut que tout le monde fasse du foot, et après, je suis pas certain. Mais un truc qui est sûr, c'est que tu développes ton corps, tes qualités, tu développes en des faisant plein de habilités. sports. Tu développes plein d'habilités que sur le vélo, tu peux pas développer. La vision du corps dans l'espace, tu vois, tu fais du judo, tu sais comment ton corps est, tu sais quand tu fais la chute, tu te visualises, tu sais comment tu vas anticiper la chute, et aussi tu as l'adversaire en face, que tu dois visualiser et tout, tu vois, tu dois savoir. Nous sur le vélo, oui, tu es en peloton, mais tu es tout seul, tu vois, tu as la coordination, tu as plein de trucs que tu peux faire en faisant plein de sports. Et ça, c'est chez les jeunes, il vaut mieux encourager le sport plaisir, le sport découverte, que de voir les cadenasser dans un sport très tôt. Même si tu veux faire du cyclisme en règle générale, va faire du VTT, du BMX. Fais du VTT, fais du sport, varie, découvre plein de choses. Ouais. En fait, tu vas pratiquer le même sport, mais plein de manières différentes. Et donc, du coup, avec des techniques différentes, ta maniabilité Combien de fois on du voit vélo. Van Der Poel ou un Van Aert faire un mouvement presque artistique de j'évite un coureur, je saute par-dessus un autre ou cross et quoi. tout, parce qu'ils ont développé des automatismes que d'autres, en fait, tu dis, lui, chaque fois la chute, il est dedans. Tu vois, mais de frotter, Tu prends 2 exemples premiers. Hein. Tu prends Van Der Poel, tu prends Roglic. Lequel des deux fait la Vuelta toutes les saisons parce qu'il est tombé tout le reste du tout le temps, il y a toujours une saison. chute. Après, voilà, est-ce que Roglic, tu dis, mais il est toujours placé au mauvais endroit. Voilà, Lui, il vient pas du cyclisme, donc forcément, il a quelques lacunes. Il arrive un peu sur le tard, et ça, c'est sûr. Aujourd'hui, je pense que dans discipline, même s'il n'y a pas forcément d'études scientifiques qui le montrent par rapport à l'expertise, mais tu prends une discipline comme le VTT de descente ou le BMX, c'est sûr, tu te mets toi à 16 ans sur la rampe la première fois. Ça débloque des choses. Mais même, je pense que pour la suite, tu vas pas forcément oser facilement. Tu mets un petit gamin qui va tomber, tu le remontes aussitôt, tu cherches pas à comprendre, il va le faire, il va développer ça, et il va avoir très vite automatisé le franchissement de but, alors qu'à 16 ans, tu commences trop à cogiter, de dire, et tu prends une mauvaise chute, tu vois. Ouais. Donc, oui, c'est sûr que si tu arrives à 16-17 ans pour la première fois sur une piste de BMX, tu as du travail technique à faire. C'est comparé à celui qui, depuis 10 ans, il saute des buts comme ça, bah oui. Donc, tu vois, dans une discipline où la majorité de l'épreuve, c'est court, et il y a quand même une grosse part de la technique, bah ouais, je pense que là, mais en soi, c'est pas impossible. Et du coup, on fait plein de choses, mais à partir de quel moment pour toi, il est intéressant de se spécialiser dans une Moi, je discipline? dirais à partir, tu vois, tu commences cadet, junior, de se dire, bon voilà, déjà, je fais plus plein de sports. C'est compliqué d'être compétitif quand tu as des demandes importantes, tu vois. Donc, on commence à se spécialiser. Et à partir de junior, oui, si tu as un calendrier avec des fédérales et tout, c'est impossible si tu fais pas de volume d'entraînement.
Voilà, c'est en fonction de ce que le jeune veut. S'il veut continuer comme ça, plein de sports, bah, Forcément. on va pas le forcer à faire quelque chose auquel il ne veut pas faire. Mais par contre, oui, s'il a un calendrier, il veut faire des courses fédérales avec un certain nombre d'objectifs, bon, bah, aujourd'hui, vu comment ça roule chez le junior, il n'y a pas le choix de s'entraîner. Il y a pas on peut plus se sauver en disant bah, je roule très peu. Puis ça roule de plus en plus vite, ça roule malheureusement. De plus en plus vite. Il y a des toutes les équipes ont des entraîneurs, les équipes, et puis les meilleurs jeunes sont déjà suivis par les Conti, par les grosses équipes. Donc, bah ouais, ça roule vite parce qu'ils sont tous préparés, ils sont tous armés, matos, stage en Espagne, ça roule. Donc je dirais pas que c'est des pros, mais ça se structure énormément. Et en fait, il y a 10 ans, on disait qu'il faut marcher en junior pour intégrer une DN. Aujourd'hui, c'est limite, il faut marcher en cadet pour intégrer une structure junior importante pour pouvoir faire des belles courses. On a décalé de 2 ans. Quand tu regardes Arnaud Demar, il a fait 1 ou 2 ans à nos gens avant de passer pro. Aujourd'hui, tu sors des rangs juniors, tu passes pro. Donc en fait, voilà, il y a 2 ans de développement qui sont, tac, on les coupe et on passe de junior à pro. Ouais, c'est direct, donc tu vois, dans le développement, et donc du coup, bah, t'as pas le choix de te structurer. Avant, on disait en cadet, ouais, c'est encore tranquille, c'est à partir du junior qu'il faut marcher. Aujourd'hui, bah, les parents ils disent tous, ah, mais c'est en cadet qu'il faut qu'il marche, parce que s'il veut intégrer une structure, si on veut postuler chez Decathlon, si on veut que la Groupama nous regarde, ou si on veut les académies, tu vois, il y a 2-3 académies en France qui sont pas mal sur les juniors, ah bah si on veut postuler là-bas, il faut que tu aies des résultats en cadet, sinon ils vont jamais te prendre. Alors que tu décides pas. Ton corps décidera pour toi. Tu décides pas, alors voilà, après c'est ça, et il y aura de la casse, parce que dans tous les sports, tous les centres de formation, on met tous les jeunes dans un moule. Si aujourd'hui tu n'as pas ces critères-là, tu peux pas rentrer dans le pôle. Bah ouais, mais prends en compte tout, tu vois, charge d'entraînement, son passif et tout, et tu as beaucoup de choses comme ça où au final, bah, l'entraîneur, dans un pôle ou un truc comme ça, il peut pas se permettre de se découper en 4 en ayant un groupe, ah bah tiens, lui il maîtrise déjà la technique, et par contre lui je peux pas le mettre avec le groupe parce qu'il maîtrise pas la technique, et tu vois, il faudrait que sur sa séance d'entraînement il ait 2 groupes, etc. Et lui ce qu'il veut c'est simplifier, donc il prend ces gars qui rentrent dans son moule, et ceux qui rentrent pas dans son moule, ah bah non, désolé, on peut pas te retenir, ça lui va arrêter le vélo, ou ça va. Et moi ce que je peux encourager, c'est celui qui est pas forcément mis de côté, avec celui qui est mis de côté, de continuer, parce que c'est peut-être celui-là qui va avoir, parce que les autres, oui, qui ont des résultats en cadet, on les croise, c'est facile à trouver les cadets qui marchent, tu regardes les classements, et en fait, il faut trouver ceux qui n'ont pas encore eu toutes les planètes d'aligner pour performer. Pic de croissance, volume d'entraînement, programme d'entraînement. T'en as, il roule à l'arrache 2 fois dans la semaine. Et en fait, tu dis, bah, quand tu regardes, tu dis, ah bah, en fait, il a un potentiel par rapport à ce qu'il roule. Ouais. Mais il faut aller le voir, ça, du coup, et c'est pas simple. Ce qui est important surtout, c'est de se construire en tant que cycliste, être un bon cycliste. Être un athlète avant d'être un cycliste. Être un athlète. Un athlète. Du coup, tu vois, tu peux développer les sensations. Développer les sensations, développer, tu vois, s'approprier sa pratique. Gérer son braquet, gérer, tu vois, tout ça, d'être autonome sur. Si déjà tu arrives à déjà mettre des mots sur tes sensations, tu gagnes du temps sur les années d'après. Et quand je te dis être un athlète, en fait, c'est pas d'être qu'un cycliste, c'est d'être un athlète. Donc du coup, tu peux déjà mettre de la musculation avant. Attention, il va se blesser. Ça, c'est sûr. Le corps est pas prêt. C'est sûr, il va falloir, mais quand on parle musculation, c'est pas automatiquement mettre 100 kg sur le dos sur une barre de squat et faire des squats. C'est maîtriser la technique, avec un manche à balai, la proprioception. Tu as plein de choses à faire. C'est super bon pour les os, c'est super bon pour le cardiovasculaire, c'est super bon. C'est que des avantages. Le gros risque, en fait, quand il se blesse, c'est que il n'est pas surveillé. En fait, ça reste un enfant, il faut qu'il soit cadré, donc avec du ludique, etc. Et comme ça, du coup, quand il passe son pic de croissance, tu peux commencer à mettre de la charge. Avant, tu peux en mettre légèrement, tu vois, léger pour il descend avec la barre, ou déjà avec une barre, c'est un peu plus lourd. Tu peux faire des choses en place. Et quand on dit musculation, c'est pas du bodybuilding. C'est apprendre des mouvements. Apprendre les mouvements, maîtriser, rien que déjà ça, en fait, tu progresses. Un squat, les gens ne se rendent pas compte, la plupart, mais c'est hyper technique, en fait. C'est ça, tout ce qui est... Même des sprints, explosivité, tu vois, tous ces trucs-là, ça se travaille et tu peux te dire, tu peux mettre des choses en place. Une fois que techniquement tu seras bon, quand ton corps sera prêt, tu pourras les développer de la meilleure des qualités. Tu vas mettre de la charge en sécurité. Là, c'est sûr que si tu mets une barre de squat et tu n'as jamais fait, tu mets 20 kg, il va s'effondrer parce qu'il n'a pas la technique, il risque plus de se blesser qu'autre chose. Mais c'est pas contre-productif de faire de la musculation. Tu as plein de techniques. Je vais trouver des vidéos, etc. dans la formation où en fait, tu as plein de petits exercices que tu peux mettre sur les jeunes. Tu fais plein de choses. Déjà, au final, ça évite que l'hiver, au lieu de les faire rouler dès le mois de novembre alors que la saison elle commence en mars, tu leur fais faire du renfort, tu fais faire plein de choses, tu fais plein de trucs ludiques, tu vois. Ouais, et puis même à côté de la muscu, c'est apprendre à, sans dire de se coucher à 20h, mais dormir tôt, manger correctement, s'hydrater correctement. Hygiène de vie, avant d'hyper-professionnaliser, de te dire 50 grammes de glucides par heure et tout, les bases d'une hygiène de vie correcte. Tu vois, je me souviens, j'ai eu un discours une fois avec un jeune au magasin de vélo où j'allais, on discute, il me parle entraînement, il me dit machin et tout, mais
Tu te couches à quelle heure? Ah bah minuit parce que je joue à la play et tout. Ben, j'ai dit, c'est la différence. Vous avez le même volume d'horaire que tu sois au lycée à Soissons ou au lycée à Toulouse. Le programme est le même. Que tu sois en première là-bas, tu as ton même nombre d'heures. C'est le programme comme ça. C'est pas... Donc déjà, tu as ça. Si en plus de ça, toi le midi, un midi sur deux, tu vas manger au kebab, tu manges pas équilibré, tu manges à l'arrache, tu dors, bah, tu te couches qu'à minuit parce que tu joues à la play, alors que l'autre, en fait, sérieux, à 22h, il va coucher, à 7h, il se réveille, bah, mine de rien, tu as une différence d'hygiène de vie sur ta quantité de sommeil. Donc c'est sûr, le premier soir, tu travailles le lendemain, tu n'es pas fatigué. Mais après, bah, l'hygiène de vie, elle est importante. Donc oui, former, pas les brider, parce que ça reste des jeunes, il faut quand même une expérience de vie. Tu vois, il y a encore un jeune là qui était dans la Devo Quick Step qui arrête, qui dit bah, le monde pro n'est pas fait pour moi, et il est sorti des rangs juniors, il passe en Devo. Et il arrête au bout d'un an. Est-ce qu'au final, il n'a pas été cadenassé trop tôt Il y en a beaucoup hein, qui rentrent dans des structures. Ils rentrent dans des structures, on les cadenasse, et en fait, ils n'ont pas connu de jeunesse. Ils ne sont jamais sortis, ils se brident tout, et en fait, tu te dis, bah ouais, et l'expérience, c'est ce qu'on n'achète pas. Donc, il faut vivre des choses pour apprendre et progresser. Tu peux pas avoir tout parfaitement, tu peux pas aller dans ton magasin, j'achète ça, et en fait, c'est moi, j'ai mon pack de tout ça, je maîtrise toutes les expériences de la vie. Là, tu as tout ça, la fringale, il faut la connaître, faut avoir des galères pour te dire, bah, en fait, ouais, j'ai eu cette galère-là, mais maintenant, je l'ai vécu, je refais plus cette erreur-là. Tu as appris de tes conneries. Moi, tu vois, c'est ce que je dis. Pareil, j'ai déjà eu une fois une fille que j'entraîne, tac, je vais sur son olio, elle fait 2, et elle me dit, ouais, je suis dégoûté, tout le monde me dit que j'ai fait n'importe quoi, je suis trop déçu de ma course et tout. Je regarde, elle bat ses records et je lui brief, elle dit, ah, pourquoi? Ah, bah, parce que mes parents, ils m'ont dit tout. Et toi, je dis, t'en penses quoi? Bah, lui, j'ai essayé d'attaquer, et ça n'a pas marché, et je me suis fait reprendre, j'aurais pas dû. Après, a posteriori, tu te dis ça, j'ai après course, parce qu'on t'a fait des reproches, mais je dis, t'as fait quoi? T'as essayé? Elle dit, ah ouais, j'étais persuadé que si j'attaquais là, c'était le moment et tout. Et elle dit, mais la prochaine fois, bah, maintenant t'as fait ça la prochaine fois, et la semaine d'après, elle gagne, devant cette même autre fille. Et en fait, tu vois, je lui dis, elle me dit, en fait, ce que tu m'as dit la semaine dernière, ça m'a fait du bien, parce que tu m'as pas dit que j'ai fait n'importe quoi, tu m'as dit, j'ai peut-être fait une erreur, mais je veux plus que tu la fasses. Et si tu as ce doute-là, la prochaine fois, tu feras ça. En fait, elle dit, j'ai pensé à ça pendant la course, et je me suis dit, je sais ce que je vais faire. Mais j'ai dit, voilà, il faut pas voir que le verre à moitié vide, tu vois. Il faut le voir à moitié plein. C'est toujours encourageant. Surtout ça, je pense que chez les jeunes, les encourager et leur faire comprendre qu'il n'y a pas de mauvais choix. C'est les expériences de la vie qui font que la place de l'entraîneur est hyper importante quand le jeune il se construit. C'est que toi, tu lui apportes ton expérience. Tu es là pour l'aider. Tu es là pour l'aider à le faire progresser et quand il va comprendre ça. Donc c'est pour ça que lui doit être aussi honnête avec son RPE. Ça ne doit pas être papa ou maman qui complète nos lios, qui envoie les messages. C'est lui qui doit être un peu moteur. Ouais. Non, mais moi j'ai déjà eu les trucs où le jeune, c'est pas lui qui complète son olio. C'est papa, ou c'est lui qui complète, mais avec papa derrière. Donc en fait, le RPE, il le minore toujours parce que s'il dit que c'est dur, le papa il va dire ah non, mais attends. Et puis le jeune aussi, lui faire comprendre que pourquoi le RPE, c'est pas juste mettre une note. Moi, comment je l'utilise derrière pour la charge d'entraînement. Donc lui faire comprendre que s'il est pas honnête avec ces chiffres-là, bah, ça sonne une charge faussée. Moi, je vais dire ah, c'est bizarre, ok, les séances c'est facile, je peux y mettre plus dur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre plus des séances plus dures, j'augmente la charge alors qu'en fait, il est déjà à bloc. Donc ça, c'est le premier risque. Et deux, en fait, lui dit, voilà, ça peut être du surentraînement et ça sert à rien de sous-évaluer tes intensités. Et en fait, quand tu cherches, bah, c'est parce que je veux pas te décevoir ou parce que bah, mais mon père il est là. Mais oublie ton père, mets ta perception réelle. De toute façon, l'entraîneur doit discuter directement avec ça, et leur faire comprendre ça. Et quand tu fais comprendre ça, tu as aussi le fait de leur faire comprendre que le programme d'entraînement n'est pas ancré dans l'arbre. C'est pas parce que tu fais pas les exos aujourd'hui que tu vas pas progresser. Mais c'est pas parce que tu vas pas rouler que tu vas pas progresser. Quand tu es jeune, tu le sais pas. Et quand tu es jeune, tu le sais pas parce qu'en fait, tu te dis, bah, je prends l'entraîneur, je travaille avec Maxime. Ouais, j'ai trop de chance parce qu'il entraîne des coureurs pro, des élites. Et si je fais pas son programme, je vais pas passer pro moi. Non, je vais régresser si je m'entraîne. Si j'arrive pas à passer ces séances, je vais jamais progresser. Il y en a qui se disent ça et j'ai encore eu là cette année. Et tu dis, bah non. Moi, je suis là pour t'aider, je vais trouver des solutions. Si tu fais pas ta séance, et en fait, quand tu commences à. C'est pas parce que tu passes pas la séance PMA parce que tu es planté que tu vas pas progresser. C'est pas parce que tu vas pas rouler que tu vas pas progresser. C'est pas parce que tu fais une séance récup alors que tout le monde va rouler. Ah, mais les notes sur Strava. Mais sur Strava, t'affiches ce que tu veux. J'irai même plus loin en disant que c'est pas parce que t'as pas les watts que tu vas pas progresser. C'est pas parce que t'as pas les watts ou t'as pas les watts des autres. Après, les autres, ça tombe, son capteur n'est pas calibré. Voilà. Ouais. Tu sors les chiffres que tu veux, on dit ce qu'on veut, on fait dire ce qu'on veut aux données. Hein. C'est facile. Et c'est pas parce que tu es le meilleur sur les tests que tu seras le meilleur en course. Hein. J'ai même appris hier qu'il y avait un logiciel pour gruger sur les tests. Donc ouais, c'est ce que je voulais dire avant, il y avait Digital EPO, ça s'appelait. Tu mettais ton fichier, tu pouvais réduire en temps. Tu disais, voilà, je vais appliquer un coefficient.
tu t'affiches ce que tu veux. Donc aujourd'hui, les jeunes, ils sont dans la consommation de masse des Instagram, TikTok, Strava, donc ils vont tout regarder, mais tu peux dire ce que tu veux et tu tombes sur un mec qui a un mauvais fond, il peut te faire prendre n'importe quoi, te faire comprendre des choses et que c'est pas du tout la vérité. Et si on en revient au test et aux valeurs, donc tu vois, on en parlait juste avant avec Rémi, Rémi m'a bien confirmé, on parlait bien de la même chose. Un gars qui avait des valeurs exceptionnelles sur VO2, voilà. Mieux que certains pros, mais jamais passé pro. Et en course, il est, oui, souvent placé, souvent par terre, mais jamais vainqueur. Tu vois, c'est ce qu'on disait. Était un champion du test, tu vois, il se mettait. Ouais. Donc du coup, il se basait que sur un test. Donc tu vois, moi j'ai déjà vu, pareil, quand je fais les tests de détection avec la Fédé, et les gamins, ils sont en stress. Du test, tu vois, dire, hey, mon test, il est bon. Ouais, je peux pas te l'interpréter tout de suite parce qu'au final. Déjà, la première question Non, que mais je déjà- c'est est-ce que tu t'es amusé, genre? Déjà, tu fais 3 sprints sur l'entraîneur, ça tombe bien, ils n'ont jamais fait d'entraîneur. Ouais. Donc, du coup, tu as quand même l'habitude du pédalage. Tu as le 30 secondes wingate. C'est pas le plus fun, celui-là. Il faut déjà en avoir fait un ou deux parce que la Ouais. première fois, tu pars terrible à bloc. Alors, oui, il faut être 30 secondes à fond, mais faut pas non plus tout donner sur 10 secondes et puis, tu vois, juger juste là-dessus. Et après, tu as le test PMA. Test PMA, palier, 30 fois toutes les 2 minutes. Ça reflète quand même l'entraînement. Mais tu vois, quand tu l'as vécu une ou deux fois et tout, tu vois, tu as ce côté-là. Mais T'as encore les aspects tactiques et techniques à technique aborder. et tactique, et aussi l'entraînement. Ça me dit pas si le gars il s'entraîne beaucoup ou non. Ok. Ah, il a 6 watts kilo, mais par contre, il s'entraîne pas. Et celui qui est à côté qui a 6 watts kilo qui est déjà à 15 heures. Lequel il faut accompagner. Bah. T'as peut-être les deux à regarder. Tu vois, t'as peut-être les deux qui ont les mêmes Tant valeurs. qu'ils sont ils ont jeunes, tu les peux mêmes pas savoir. entraînements, Mais tu peux faire plein de choses. Mm. Donc c'est juste sur un test, faut pas oublier que c'est une photo à l'instant T. Tu refais le test 2 mois après, ça va changer. Donc, tu fais un suivi longitudinal, moi c'est ce que je peux qu'encourager, tu fais un suivi longitudinal et en fait tu regardes la progression et tu corrèles un peu tout. Tu regardes mais la progression, tu regardes l'emploi du temps à l'école, le ouais, carnet c'est- d'entraînement. Ouais, je te Ok, dis, tu croises tout ça. J'ai eu un junior en lycée privé, il avait même cours le mercredi après-midi parce qu'il avait donc dans son emploi du temps qui avait été rajouté, c'était des horaires dédiés au contrôle. Comme maintenant le bac est en contrôle continu, tu vois. Donc c'est en plus des heures de cours, c'est comme ça. Au final, il avait. Même le mercredi, il ne pouvait pas rouler. Donc tu vois, il terminait, souvent c'est 16h, 17, plus le matin. En fait, tu te dis, compliqué en junior 2. Quand l'année d'avant c'était un peu mieux, tu te retrouves à faire que de l'homme-trainer en hiver parce que tu n'as pas de fenêtre où la météo elle est cool, tu te dis il faut encore jouer. Donc homme-trainer obligatoire. Le week-end. Et le week-end. Donc en termes de volume, Bah, c'est les pas vacances. grand-chose. Les vacances scolaires, s'il a Mais, ouais, le temps. mais après, ça reste. On est sur un volume restreint. Et pourtant, il était junior 2. Et s'il progresse, tu te dis que. Bah, Non, tu vois, j'avais réussi à le faire progresser parce qu'au final, voilà, sur l'entraîneur, il s'était un peu équipé, tu vois, waouh, ventilateur et tout, mais une fois, au bout d'un moment, il m'a dit je ne ferai pas plus de 3 séances et dès qu'il a pu aller dehors, il dit non, mais le soir il fait un peu plus jour, je mets des lumières, il faut que je sorte parce qu'il dit là, oui, j'ai fait ça cet hiver parce que j'avais pas le choix, mais il dit là, il faut que je sorte un peu parce que ça va plus. Mentalement, c'est de l'engagement, hein, l'entraîneur tous les jours. mais on peut Et- trouver des compromis quand même. Ouais. Il y a toujours pour des solutions. progresser. Faut chercher, se creuser la tête et échanger pour essayer de le faire progresser. Et en fait, voilà, tu profites, tu fais des vacances, ça borne. Mon point de vue à moi, c'est si tu dois Ah, mais marcher, tu marcheras. Tu parce que tu marcheras, t'en donneras c'est les sûr. moyens. Les vacances, ça borne, tu vois. T'as pas le choix, on va faire un gros bloc, t'as 15 jours, on va bien borner, on va emmagasiner du volume parce que le reste de la semaine, tu vois, c'est comme si là, j'avais fait en méthode inversée, polarisation inversée. Beaucoup d'intensité, et dès que j'ai pu, hop, on rallonge les sorties. Mais on rallonge les sorties. stratégiquement parlant, j'ai presque envie de dire, et c'est pas forcément la meilleure des méthodes, hein, mais hop, le week-end, enfin les vacances, tu vas faire du volume, bah vas-y, fais péter les compétitions et va faire du volume Ouais, à la c'est limite. ça. Et après, tu as aussi le côté, et ça c'est culturel français. C'est à partir de mars, les courses, c'est Tous les le week-end. week-ends. On a du mal à pas aller sur une Ouais. course. Mais vas-y, putain, la course, elle a 2 heures de chez toi, aller, 2 heures de retour. Ben, n'y va pas pour faire 80 bornes. Faire un week-end d'entraînement, hein, ça sera beaucoup plus efficace. On va pouvoir remettre du volume et tout. Faire une bonne sortie longue, remettre un peu d'exo. Tu récupères parce que tu termines ta sortie, tu es direct chez toi. Tu as plus de temps chez toi, tu es dispo. Le soir, tu peux sortir avec tes parents le samedi soir. Vous pouvez aller au resto sans te prendre la tête en disant hey, demain j'ai les courses, faut que je rentre. Les affaires. Débranche, hein. Tu récupéreras mieux. Tu récupéreras mieux. Et ça puis, sera- mine de rien, tu te dis débranche, mais l'aspect psychologique joue beaucoup aussi. Hein. Ouais, et moi, tu vois, j'ai eu exemple aussi l'année dernière, un jeune que j'entraînais, blessé, etc. Un cas un peu particulier, blessé, il reprend. Son père m'envoie un message en mai. Ouais, je trouve qu'il fait pas beaucoup de volume et tout. Déjà, je regarde le mois de mai, 1er mai, 8 mai, les week-ends. Donc, je crois qu'il avait eu 8 ou 10 courses sur le mois, Ouais. plus un peu du temps scolaire. J'ai dit, mais vous voulez qu'il fasse du volume quand? Les week-ends, il est sur les courses, il court le vendredi, il court le samedi, il court le lundi.
Ou alors, deuxième option, on fait péter le cours français pour aller faire 3 heures de vélo. Bah c'est ça. Et j'ai terminé les cours, tac, tac. Il m'a dit qu'il rentrait chez lui à telle heure, telle heure. Je l'ai mis où les 3 heures? J'ai dit, il va rouler à la nuit. Je dis, c'est pas parce que ses copains ils font 3h30 parce qu'ils terminent le mercredi à midi qu'il doit le faire aussi. Je dis, là, il peut pas le faire. J'ai dit, priorité à la récupération, il enchaîne des courses. Il a deux courses par week-end minimum. Avec le jeudi, un emploi du temps, que des courses, tu vois. Bah, c'est impossible. Mais je opère, s'il voulait qu'il borne et qu'il loupe des cours, bah, il n'a pas besoin de moi pour avoir d'entrain. Il a qu'à y aller. Puis dans 15 jours, dans un mois et demi, il sert le moteur. Il était blessé, il revient 15 jours après, il enchaîne. J'ai dit, vous avez fait des choix, mais ne me demandez pas quand est-ce que je peux mettre du volume quand j'ai pas la fenêtre pour mettre du volume. Ouais, les parents peuvent être un frein. Ouais, tu vois, il s'est dit, bah, les autres roulent. Ah, bah, du coup, comme il lui manque, je trouve qu'il lui en manque un peu, bah, il faut qu'il fasse du volume. Bah, ouais, mais quand C'est ça, les parents veulent être un frein, les parents veulent qu'il soit meilleur, évoluer, aider, accompagner, il faut savoir se mettre en retrait. Mais pour le discours aussi parent-enfant. Papa qui a été ancien coureur, qui veut que son fils, et, tu vois, qui va aller plus vite que la musique et qui a besoin d'accompagnement. Alors, ok, le jeune, t'es là en tant que papa ou en tant que parent, tu dois l'accompagner, l'encourager. Il faut savoir prendre du retrait, mais si tu vois, toujours, moi je me souviens, j'ai déjà dit à mon père, mais toi t'as jamais fait de course. Qu'est-ce que tu viens me donner une En fait, sur le retour, tu dis, bah ouais, en fait, ils sont là pour t'aider, tu vois, et toi, tu as 16-17 ans, tu vois, faut être à l'écoute, c'est compliqué. Une fois que tu fais comprendre ça, bah, moi, j'essaie de faire passer des messages, et puis voilà. Et pour résumer, on attend le pic de croissance. Avant, on peut globalement varier les pratiques. Notion de plaisir, on développe tout ce qu'on peut développer, on se fait plaisir. S'il n'y a pas de course, il n'y a pas de course. Si le jeune ne veut pas aller rouler, mais il ne va pas rouler, ça ne sert à rien de le forcer de faire quelque chose. Une fois qu'il y a le pic de croissance et qu'en cadet, on veut commencer à se dire, bah, il y a des courses, faut quand même s'entraîner. À partir de junior, voilà, on se structure. Cadet, voire junior, si le pic de croissance arrive plus tard, voilà, on s'en fiche, c'est pas grave. Je suis pas certain que c'est pas parce qu'en cadet t'as pas gagné tant de courses ou que t'as pas fait les manches maillot que tu vas pas réussir à haut niveau. Avant c'était tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui notre modèle de prendre très jeune l'avenir nous le dira. Mais ce que je peux encourager, c'est double projet, être cohérent, d'avoir une augmentation de la charge, être cohérent, pas louper des cours, parce qu'au final c'est ce qui il y a plus de chances qu'il gagne sa vie autrement que par le vélo. Donc il faut quand même qu'il ait une tête bien faite pour pouvoir avoir un travail que de faire des petits boulots parce qu'il dit ah bah non mais moi jusqu'à mes 20 ans j'ai pas eu mon bac, j'ai pas eu ici et maintenant je galère. Et puis la carrière, si tu dois en avoir une, elle va durer 10 ans. Voilà, c'est ça. Et après, au bout de tes 10 ans, comme on disait, comme je disais juste avant, ça tombe, il y a des gars qui ont fait depuis 5 ans, ils font du vélo, ils sont passés pro, ils font une super carrière longue, et d'autres qui commencent sur le vélo sur le tard. Et si tout s'aligne, ça s'alignera. Et t'as beau mettre les choses en place, oui, c'est sûr, l'entraînement, à partir de tu le structurer, ok. Mais c'est pas parce qu'à 12 ans, tu es capable de passer tant d'heures d'entraînement et tu as fait toutes les courses, tu as gagné toutes les courses en minimum 2 que ta carrière elle est tracée. Ça se saurait. Tous ceux qui gagnent en cadet, oui, des manches maillot, tu dis ouais. Et encore, tu regardes le cas, je suis sûr que tu regardes les manches maillot, il y en a qui ont gagné qui sont plus dans le circuit aujourd'hui. Donc ça, c'est sûr et certain. Maxime, je te remercie pour cet échange. Je te laisse donner un petit mot sur la formation que tu as sortie. Ouais, donc du coup, j'ai sorti une formation sur l'entraînement du jeune cycliste, en fait, qui développe un peu plus tous les aspects qu'on vient d'aborder avec tous mes conseils, comment je travaille avec des jeunes à distance, les bases, dont dedans vous ne trouverez pas de plan d'entraînement miracle. Ça, je me défends. Non, mais là-dessus, je reçois des mails, hein, moi, comment faire pour entraîner un jeune, est-ce que tu as un plan, des conseils? Non, il y a des principes à appliquer. Le seul conseil que je peux donner, c'est progressivité, régularité, sois cohérent. Et puis voilà, ça sert à rien d'aller bien calibrer l'intensité, l'endurance. En fait, quand tu mets tout ça bout à bout, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire progresser tes jeunes de plein de manières. Il faut juste creuser la tête, trouver. Mais il n'y a pas de vérité absolue. Et surtout d'être à l'écoute, d'adapter par rapport aux jeunes que tu as en face. Un jeune qui a. Voilà, on peut mettre du volume, ça sert à rien. Voilà, c'est important. Merci Maxime. Pas de problème. On se dit à une prochaine. À la prochaine. Peut-être pas sur Grenoble, peut-être dans un autre spot. Peut-être à Font-Romeu ou chez moi en Picardie où tu verras, on n'aura pas de vue sur les montagnes. Viens à Font-Romeu, tu verras, c'est plus sympa. On vous laisse poser vos retours sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Un petit like, un petit partage, ça ferait plaisir. Et puis on se dit à une prochaine. À la prochaine. À la prochaine.